Bonsoir à tous et à toutes, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur la télévision nationale. Dans quelques jours, les Guinéens seront appelés aux urnes pour se prononcer sur le projet de nouvelle constitution. La campagne référendaire bat son plein à Conakry, à l'intérieur du pays, entre débats, sensibilisation et parfois des polémiques. Quels sont les enjeux de ce rendez-vous citoyen? Comment les acteurs de la société civile perçoivent-ils le processus et quelles sont leurs attentes? Pour en parler, nous recevons ce soir sur le plateau de Grand Angle M. Gabriel Abba, acteur de la société civile guinéenne. Il sera sur ce plateau dans la deuxième partie de l'émission. Et puis notre focus, lui, portera sur les cas de viol de plus en plus récurrents dans notre pays. Le dernier cas en date est celui de la fillette Sayo, violée au quartier Lansanaya et décédée mardi à l'hôpital Donka. Elle avait 12 ans. Dans la foulée de l'annonce de sa mort, le club des jeunes filles leaders de Guinée a fait un communiqué pour condamner les pratiques de viol. Et déjà, plusieurs hashtags se forment pour demander justice pour Sayo. On en parle avec nos chroniqueurs déjà bien installés sur ce plateau. Safiatou Kondé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir David, bonsoir à tous. Encore heureuse de servir les chers téléspectateurs. Merci beaucoup. Bonsoir. Idrissa Cissé, bonsoir. Mais pourquoi c'est quoi ce petit amour avant de me dire bonsoir? C'est ce que je n'ai pas compris. Ok, bonsoir Idrissa Cissé. Non, le bonsoir de Tanti Safi est passé tranquillement. Oui. Mais moi, mon bonsoir, il y a... Mais bon, comme c'est mon papa, je crois... D'accord. Bonsoir David Yambouno. Merci beaucoup Idrissa Cissé. Mamadou Ali, bonsoir et bonsoir. Bonsoir Yambouno, bonsoir aux millions de téléspectateurs de la télévision nationale. La télévision nationale. Adiatou Bari, bonsoir et bienvenue. Bonsoir David, bonsoir aux collègues présents, bonsoir également à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre. Oui. C'est Octobre Rose ou quoi? Parce que là, c'est juste une question bête. Hein. Posez la question à la bonne personne. Mais ça, c'est pas du rose là. Ah ben moi, je vois rose. Ou bien il faut qu'on t'envoie chez l'opticien pour qu'on te donne des lunettes pharmaceutiques. Parce que ça, c'est orange quand même. D'accord. On va parler des Et c'est une couleur qui parle. Elle dit quoi? Oui, qui parle de la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre. D'accord. Et ça sera dans Quand même, c'est... Le message, il est passé, madame. Voilà, le message est passé, il a bien compris. Vous pouvez nous suivre en direct sur l'application RTG officielle, sur notre page Facebook ou la chaîne YouTube Grand Angle ou encore sur www.rtgguinée.info en différé sur TikTok et Instagram Grand Angle. Pour nous joindre, vous pouvez nous écrire à notre adresse email grandanglertgcoloma@gmail.com. Vous avez des messages à nous relayer, envoyez-les nous au 627 53 09 99 627 53 09 99. Je rappelle que c'est seulement des messages que vous nous envoyez sur ce numéro. Si vous êtes à l'étranger, vous ajoutez le code de la Guinée, à savoir le 00224. Voilà pour le menu de ce numéro de Grand Angle. Dans un instant, on passe à notre focus. Focus sur l'actualité. Les chroniqueurs du Grand Angle décryptent et analysent les dernières nouvelles nationales et internationales. De la politique à l'économie en passant par la santé, l'environnement et les faits de société, rien n'échappe à notre regard attentif. Avec une approche unique, Grand Angle vous offre une analyse à 360 degrés pour vous aider à mieux comprendre les enjeux et les événements qui façonnent l'actualité nationale et internationale. Les chroniqueurs du Grand Angle vous donnent les clés pour décrypter les faits et gestes qui rythment notre monde. Focus sur l'actualité. Les chroniqueurs du Grand Angle décryptent et analysent les dernières nouvelles nationales et internationales. De la politique à l'économie en passant par la santé, l'environnement et les faits de société, rien n'échappe à notre regard attentif. Avec une approche unique, Grand Angle vous offre une analyse à 360 degrés pour vous aider à mieux comprendre les enjeux et les événements qui façonnent l'actualité nationale et internationale. De retour donc sur au plateau au compte de notre focus à Diatoubari, je disais le focus s'apporte sur les cas de viol de plus en plus récurrents et le dernier cas en date c'est le cas de viol subi par la jeune fille Sayon qui malheureusement a trouvé la mort lundi à l'hôpital donc ici à Conakry. Oui, une autre victime de viol comme on le dit tantôt, elle n'avait que 12 ans. Ouais. Cette petite fille a été violée par son soi-disant oncle, je le dis comme ça, parce que pour moi, c'est vraiment pas le rôle d'un oncle.
Alors, elle vivait chez son homonyme, qui est également sa tante, notamment dans le quartier de Lansana Takouy, qui est maintenant l'un des quartiers de la commune de Tombolia. Oui. Donc, le viol, c'est comme on appelle, c'est produit là-bas. Et donc, cette petite fille-là était en éducation chez sa tante. Et son bourreau, malheureusement, c'est celui qui était censé justement la protéger, la mettre sous les rails, l'éduquer et vraiment jouer le rôle de père, quoi. Mais malheureusement, lui, il en a décidé autrement. Il a laissé de côté sa femme et il s'est acharné sur cette petite fille-là de 12 ans. Et c'est un viol à répétition. Ce n'était pas là son premier acte, ni son deuxième acte. Ah bon, oui, sur la même fille. Oui. Il l'a violée au point qu'elle a eu des saignements. Et de surcroît, beaucoup de sources disent que sa tante, qui est l'épouse du violeur, serait complice de ça parce qu'elle est allée jusqu'à acheter des serviettes hygiéniques pour la petite fille pour qu'elle cache, comme on appelle l'écoulement du sang. Donc du coup, c'est comme ça qu'avec le taux élevé de saignement, on l'a amenée à l'hôpital. Et quand on l'a amenée à l'hôpital, ils ont posé des questions, ils sont allés jusqu'à dire que non, elle est en train de voir ses règles, que c'est spontané et tout. Mais entre-temps, le médecin l'a examiné et le médecin a vraiment dit qu'il y avait quand même des séquelles, des séquelles de viol à répétition. Et donc, ils ont dit à son oncle qui l'avait amené, il paraît, à l'hôpital. Donc, du coup, ils l'ont dit d'aller acheter... La fille n'a pas avoué ça au médecin? Non, attendez, je vous explique. Donc, du coup, le monsieur est allé acheter des produits. Ils ont quand même prescrit une ordonnance. Et c'est quand le monsieur s'est déplacé, puisque la petite avait tellement peur, le médecin a eu quand même une communication bien fondée, l'a sensibilisé, lui a demandé qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et c'est là où elle a dit que c'est son oncle qui est allé acheter les produits, qui l'a violée. Et donc, on l'a expliqué, elle a expliqué le processus. Et la femme lui disait le plus souvent, il ne faut pas que les gens sentent qu'elle a des douleurs. Et donc, elle était contrainte de faire son travail comme ça. Et donc, de faire semblant dehors, pour ne pas que le monsieur, que la société ou en tout cas les voisins puissent savoir qu'il y a quelque chose à l'interne, quoi. Donc, c'est comme ça que les médecins ont interpellé le monsieur. Et directement, ils ont appelé, comme on appelle les forces de sécurité qui l'ont mis à l'arrêt. Et immédiatement, on l'a conduit à l'hôpital national d'Onka, où ils ont commencé les premiers soins, mais malheureusement, elle est décédée de ça. Donc, encore une fois, c'est très dommage pour notre pays. On ne sait pas où est-ce qu'on va dans la lutte contre les viols, quoi. Je me pose des questions. Qu'en est-il des campagnes? Qu'en est-il des stratégies? Qu'en est-il de... Oui, justement, qu'en est-il de la justice? Voilà, il va revenir là-dessus. Donc, je me demande où on est en train de partir. Et ce n'est ni le premier, ce n'est ni le deuxième. Et je sais que ça ne sera pas le dernier. Et entre-temps, justement, on a arrêté le monsieur. Et certaines sources, par exemple, disent que justement la femme aussi serait arrêtée. Tellement que les gens étaient révoltés, il y a eu des manifestations dans le quartier. Et le monsieur, il a 36 ans. Et justement, c'est un commerçant. Donc, ils ont voulu brûler la boutique et la maison dans laquelle même il logeait, le domicile. Donc, les gens étaient vraiment révoltés. Donc, pour l'instant, c'est au niveau de l'Oprogem. Donc, il est arrêté, il est au niveau de l'Oprogem et tout. Mais il y a eu quand même beaucoup d'organisations de la société civile, notamment le Club des jeunes filles que vous étiez en train de citer, qui a déjà sorti un communiqué qui dit que quel que soit peu d'X, eux, ils vont suivre l'affaire. Et ils demandent justement que justice soit, comme on appelle, rendue pour la petite fille Sayon, donc qui est partie dans l'innocence, dans la douleur. On l'a fait taire. On l'a privé de tout. On l'a privé de sa scolarité, on l'a privé de sa vie, on l'a privé. Donc c'est extraordinaire. Et cette question relance un autre débat encore une fois. Récemment, il y avait eu à l'AB un monsieur qui avait une pâtisserie quand on était en vacances, qui avait fait du viol
une profession. Parce que tout simplement, il emploie des jeunes filles, il regarde la plus brillante et il va auprès de ses parents, comme quoi elle a besoin d'un renforcement de capacité, elle a besoin de formation. Donc, il faut que les parents acceptent que lui, il prenne de son propre argent, amener cette petite fille-là en formation. Oui. Et ce qui se passe, il l'envoie, il fait en sorte de mettre son téléphone sous silence ou en tout cas en mode avion. Il drogue la petite fille et il les viole. Extraordinaire ce qui se passe dans notre pays. Donc à ce niveau aussi, on l'avait mis aux arrêts et tout, mais c'est-à-dire que, encore une fois, c'est la justice qui doit nous aider pour mettre fin à ce problème-là. Les violeurs doivent être jugés, condamnés à des peines très très lourdes. D'accord. Je vais donner la parole aux accusés, mais la parole d'abord aux victimes. Mais vraiment, franchement, parce que on parle de questions oui, de je suis en train d'écouter Adjatou, mais je sais pas comment je me sens. Je ne pourrais pas l'exprimer. Je ne pourrais pas exprimer mon sentiment. C'est très difficile que cela arrive à une fillette de 12 ans. Tu imagines un parent qui est censé protéger un enfant. Oui. Je pense, je vais passer pour le... Non, mais c'est extraordinaire. Idrissa, on en a parlé plusieurs fois sur ce plateau des grands temps ici, ces cas de viol, violence basée sur le genre, mais on voit que ça persiste. Est-ce que c'est la loi qui n'est pas suffisamment radicale dans la répression, ou bien c'est peut-être, c'est pas moi, les pesanteurs socioculturels chez nous, souvent la dame a tenté de calmer ça à la maison et ça n'a pas marché. Non, mais après, comme l'a dit Safiatou, c'est choquant, c'est énervant. Si vous voulez, c'est cette indifférence notoire, malheureusement, de notre appareil de la justice qui nous conduit plus souvent à ce genre de réalité. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des personnes qui sont plus ou moins reconnues de ces cas de viol, parce qu'on dit oui, il faut attendre que c'est la présomption d'innocence, il faut attendre que la justice se prononce. Mais après, quelle justice? Des choses se font devant des personnes, devant des témoins. Vu que c'est le travail de la justice, tout le processus est effectué. Laisse-moi juste finir. Okay. Il y a les parents, plus souvent, un moment on a sensibilisé, il faut que les victimes dénoncent. Oui, maintenant on est à l'étape où c'est dénoncé. C'est dénoncé, ça se réglait à l'amiable. Il faut qu'on brise l'étape là, il faut qu'on traduise les faits devant la justice. Là maintenant, on est devant la justice. La justice est incapable de situer des responsabilités. Oui, allez-y. La justice est capable de nous prouver qu'on a des textes de loi qui condamnent ces personnes qui sont coupables de viol. Je me dis, le viol, c'est devenu banal. Ouais, c'est devenu tellement banal parce que les gens se disent non, dès que ça arrive, la justice le plus souvent, parce que si 1, 2, 3, 4, 5 personnes le font et qu'après vous revoyez ces mêmes personnes, même si après il y a meurtre, il y a décès, je ne sais quoi, c'est toujours les mêmes réactions. Après c'est la pauvre, c'est les parents de la victime qui sont là, c'est la petite fille qui est partie, et puis derrière il n'y a rien. On se regarde comme si, je m'excuse, c'est comme si le viol était devenu normal. C'est un fait où peut-être celui qui fait, on doit beaucoup plus protéger l'image de la personne que peut-être la petite fille qui est violée. Tant qu'on est dans cette logique, ne soyez pas étonnés que demain ou après-demain qu'on apprenne ces mêmes bêtises. Pour le cas de Sayon, pour le cas de la petite Sayon, je reviens parce que c'est quand même choquant. Je pense à ses parents, je pense à cette petite fille qui aurait pu être une très grande dame demain. Pour le cas de Sayon, la petite Sayon, paix à son âme, aujourd'hui on parle d'elle, malheureusement qu'elle y a laissé sa peau. Et moi je pense que dans ces circonstances pareilles, c'est mieux qu'elle parte retrouver la paix. Franchement, dans ce cas, Sayon a vécu, Sayon a subi. Je condamne autant le bourreau, le violeur, que la dame qui a essayé de taire la chose. Parce que c'est plus que... Si c'est avéré qu'elle a fait tout ce que Adjatou vient de citer, elle est encore plus criminelle que celui qui a violé plusieurs fois la petite fille. Tu ne peux pas voir ton mari effectuer un tel acte. Non seulement toi, tu restes, parce que c'est ton mari, tu restes sur la même personne, sur le même homme, mais tu l'aides, tu cautionnes non seulement, mais tu aides à camoufler la chose. Allez acheter les serviettes hygiéniques pour la fille, ce n'est pas parce qu'elle a ses règles. Non.
c'est parce qu'elle est détruite complètement de l'intérieur. Extraordinaire. Elle est bousillée, elle est finie. Donc, le résidu qui est en train de sortir, peut-être que ça peut, on ne sait pas. En tout cas, il y a quelque chose qui ne se satisfaisait pas bien. Donc, il fallait, elle a rendu l'âme au finish. Elle est autant criminelle que son mari. Si c'est comme ça s'est passé. Et parlant de la justice. Les témoignages. Parlant de la justice. Par exemple, non, mais il faut aller à l'extrême. Il faut si la peine, par exemple, était de 3 ans, j'ai dit ça les yeux fermés. Hein. Si c'était non, mais 3 ans, c'est petit pour ce monsieur. Oh là là. Je pense que là, c'est une condamnation à vie au lieu de faire la castration. Oui. La fille est décédée là. La castration. Il faut durcir la loi au point qu'il faut tuer cet homme qui a fait ça. Oui, c'est ce que les gens disent. Violation de droits de l'homme, mais la petite fille, elle n'a pas de droit. Elle n'a pas de droit. Je suis désolée quand même. La petite a rendu l'âme. L'homme qui l'a fait doit être comment? Qu'est-ce qu'on doit lui faire? Il doit être tué. Le problème. Coup pour coup. Là, c'est la charia. Coup pour coup. Oui. Non, mais parce que là, si on ne donne pas un exemple fort, ça va continuer. Oui. Si on ne donne pas un exemple fort, pour moi, après le cas Massila, on n'aurait plus parlé de cette histoire de viol. Tout à fait. Mais aujourd'hui, on a continue à en parler. Après qu'on ne sait plus où se mettre la tête, franchement. Ça, je comprends, c'est parole de femme. Non, mais en dehors de ça, c'est... Celui qui le fait, il faut l'exécuter. Bah oui, parce que la fille, elle avait aussi droit à la vie, à une vie heureuse. Oui, je sais que je suis très attendu parce que j'aime parler de la sensibilisation. Mais vous savez, le problème en République de Guinée, on prend beaucoup plus les dossiers avec émotion. Imaginez lorsque les réseaux sociaux, lorsque les réseaux sociaux arrivent à parler, qu'on se lève pour arrêter des gens. Qui aujourd'hui... Pas forcément. Attendez, je vais vous poser une question. Qui parmi nous aujourd'hui, si par exemple il y a un cas de viol, qui connaît un numéro par exemple vert ou appelé pour alerter? Il y a des numéros. Je demande qui connaît, même si c'est disponible, est-ce qu'aujourd'hui ces numéros sont vulgarisés? Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est que si ce numéro-là ne fonctionne pas, ça quel lien le fait que le viol n'est pas... Je peux finir. Je peux finir. Ce que je suis en train de dire, c'est l'émotion. C'est quand, par exemple, les réseaux sociaux commencent à parler. Écoutez, moi, je vais finir. Mais l'émotion est normale dans ces cas de figure-là. L'émotion, c'est normal. Pas tout le monde qui doit être émotif. Non, je suis désolée. L'émotion est normale dans ces cas de figure. Je peux finir, je vous ai laissé parler. Laissez-moi finir. Deuxièmement, on s'attache beaucoup plus aux conséquences qu'aux causes. Mais est-ce qu'il y a des causes? Bien sûr. Si toutefois, aujourd'hui, chaque jour, presque, une journée ne passe pas sans pour autant qu'on parle de viol. Qu'est-ce qui est à la base? Est-ce qu'aujourd'hui, on a appliqué les lois? La société est en train d'évoluer. Pendant que la société est dynamique, aujourd'hui, les lois juridiques sont statiques. Personne ne joue pratiquement, les grands acteurs ne jouent pas leur rôle. Les parents ne jouent pas leur rôle. La justice ne joue pas son rôle. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'on parle, nous, on est très limités. Pour le moment, le bourreau est considéré comme étant présumé auteur. On est d'accord? Mais après, vous avez vu combien de personnes qui ont été ici condamnées à mort parce qu'il y a eu viol? C'est ça aussi. Parce qu'il faut qu'il y ait certains... La Guinée, il n'y a pas de peine de mort en Guinée, non? Non, même si toutefois, aujourd'hui, la peine de mort, elle est abolie. Mais par exemple, des peines allant à 50, 60 ans de prison, je pense que ça peut être comme des peines de mort. Le législateur n'a pas dit ça pour Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Si on abolit, aujourd'hui, on peut revenir pour dire, attention, il y a des actes ici qui méritent la peine de mort. Moi, je pense qu'il y a la jurisprudence et également on peut réaliser... Non. En fait, même si on arrive à souscrire des conventions, on ne peut pas... On a aboli, mais aujourd'hui, il y a quand même des actes qui se passent où on doit aller jusqu'à la peine de mort. Je suis d'accord avec lui. Deuxièmement, il faut que cette justice arrive à se lever pour donner des exemples. Il faut toujours que certains donnent des exemples pour que les violeurs arrivent à savoir. Oui, mais c'est cette loi, c'est sur cette loi qu'on doit travailler. Non, si c'est dit 3 ans, c'est 3 ans qu'il a dit. C'est ce que je dis, ce sont ces textes qu'on doit réviser pour que les premiers arrivent à donner l'exemple.
on parle ici de Massila. Qui connaît les auteurs? Les auteurs, là, ils ont été condamnés à combien de temps de prison? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et ce n'est pas seulement Massila, il y a d'autres qui ont été violés, qui sont décédés aujourd'hui. Qu'est-ce que les bourreaux sont devenus? Je pense que la loi, si on doit l'appliquer en fonction à la hauteur de la forfaiture de la personne. Sinon, on va continuer à dénoncer parce que c'est ce que nous pouvons. C'est que la société civile est en train... La loi, elle est faite pour tout le monde. Non. Si c'est 5 ans si c'est pour tout le monde, quel que soit le statut. C'est ce que je suis en train de vous dire. Si toutefois on trouve que c'est 5 ans et les gens continuent encore à violer, parce qu'après 5 ans, il arrive à sortir, il faut dire sûr. Il faut savoir ce qu'on est en train de faire. Il faut que, je dis que la loi soit... Que la loi soit dynamique. C'est la société civile. On est avec le président de la société civile. Que les gens se lèvent pour dire, attention, que nous ne sommes pas d'accord avec ces articles qui sont en train de dire ça. Nous ne sommes pas... C'est vrai, il y a les droits de l'homme. Dans le projet de nouvelle constitution, il y a la pétition qui est prévue. Voilà, peut-être cette pétition va aller. On espère que ce ne seront pas des pétitions politiques. Ça sera également des pétitions sociales. Parce qu'aujourd'hui, la société guinéenne est en pleine mutation. Pendant ce temps, on n'arrive pas à jouer pleinement les rôles pour pouvoir, comment je vais appeler ça, le faire. Une fois encore, je pense que les gens doivent sortir, les acteurs clés doivent sortir de l'émotion et traiter les dossiers avec responsabilité et dignité pour qu'on mette fin au viol. Sinon, on va toujours continuer à violer. Moi, quand même, je note une avancée parce que dans un grand format que j'ai réalisé, un magazine par rapport au cas de viol, je note quand même une avancée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si certaines familles veulent, par exemple, qui partent devant la justice, veulent désister, c'est que la loi ne les permet plus. Donc, ça veut dire que les dossiers peuvent être poursuivis par d'autres personnes. Donc, ça, par exemple, c'est une grande avancée. Donc, aujourd'hui... Mais la loi ne permet pas de désister ou bien même si vous désistez. Même si vous désistez, la loi continue de poursuivre. Parce qu'avant, il y avait des cas de viol qu'on réglait à l'amiable. C'est le cas, par exemple, d'un imam à Mamoun et autres là qui a violé, comment on appelle, ses élèves coraniques. Oui, après... Non, en tout cas, il avait le statut d'imam. Non, voilà. En tout cas, il avait le statut d'imam. Ça, il était imam et il avait justement une école coranique et tout. Mais après, c'est les sages du quartier et autres là qui ont... Ah, faut pas le dévoiler, vous allez le déshonorer et autres là. Mais après, je vous dis, c'est la famille même de la petite fille qui a retiré la plainte. Ils ont dit non, ils vont régler à l'amiable. Imaginez ça. Donc, il y a tellement de cas comme ça. Mais prendre un avocat coûte très cher à la République de Guinée. Il y a aujourd'hui, on connaît la procédure, l'État. Il y a aussi des sociétés civiles, la société civile, les organisations de la société civile qui des ONG de la société civile qui prennent. Voilà. Donc je pense que on n'est pas en train de défendre, personne ne défend le cas, mais on est en train de parler pourquoi. Lorsque une fille est victime de viol, pour défendre ça en justice, je crois la famille de la victime n'a pas beaucoup d'argent. Oui, tout à fait, tout à fait. Qui sont là. Là sont les ONG à la République de Guinée qui prennent en termes de conseil, en termes d'accompagnement. En charge, comment je vais appeler ça, un avocat qui coûte aujourd'hui très cher. Et si on laisse entre les mains de l'État, on sait ce qui se passe. Les avocats ont envie d'avoir ça dans leur CV pour dire que j'ai défendu un cas de viol et voilà, je suis sorti. Je crois qu'ils ont besoin de ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Assez d'argent comme il y a même un collectif des avocats, je pense, aujourd'hui, qui s'est constitué pour avoir justement... On va le voir. Pour défendre oui, il y a Karine qui dit qu'il ne faut pas se limiter à la parole. La justice doit servir. Je suis triste que son âme repose en paix. Merci à vous. Bonsoir, Mohamed Kala depuis Kouroussa. J'aime bien votre émission. Ma question est de savoir pourquoi les viols des jeunes filles trop élevés en République de Guinée. Je pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui est mieux placé pour répondre à cette question. Merci à vous. Bonsoir, je suis Grand Angle. Ok. Merci donc pour ces réactions. Dans un instant, on va recevoir notre invité, M. Gabriel Abad, acteur de la société civile. Avec lui, nous allons parler du référendum constitutionnel auquel les Guinéens sont invités le 21 septembre. C'est pour dimanche. Mais avant de recevoir notre invité, la page de pub. Pour vos habits de fête et autres cérémonies,
plus de difficultés pour le choix de votre boutique. Il existe désormais une boutique de référence à Conakry. Pour vos costumes, chemises, ceintures et chaussures de marque italienne et turque, rendez-vous à la boutique Chérif Aïdara. À la boutique Chérif Aïdara, vous trouverez également des cravates, des nœuds papillons, des foulards de cou, des pochettes, des sandales en cuir, des tapettes et des ensembles d'âmes à prix défiant toute concurrence. La boutique Chérif Aïdara, c'est à Kaloum, quartier Monképa, 5e avenue derrière la DPJ. Pour tout contact, appelez au 626 81 73 43 662 57 11 70. À Chérif Aïdara, le pari des sapeurs est gagné. Face à l'invité. La vérité sans détour. Nos chroniqueurs poussent les portes de l'actualité et interrogent un acteur clé de la vie nationale. Sans tabou ni langue de bois, il répond à toutes les questions, offrant ainsi un éclairage unique sur les grandes préoccupations du moment. Grand Angle, votre tribune de libre expression, vous permet de mieux comprendre les enjeux de société, les défis politiques et les mutations économiques qui façonnent notre pays. Dans le strict respect des lois de la République et de la déontologie journalistique, face à l'invité. La vérité sans détour. Nos chroniqueurs poussent les portes de l'actualité et interrogent un acteur clé de la vie nationale. Tu viens équiper. De retour encore sur ce plateau avec notre invité. Dans quelques jours, vous le savez, les Guinéens seront appelés aux urnes pour se prononcer sur le projet de nouvelle constitution. La campagne référendaire bat son plein à Conakry, à l'intérieur du pays, entre débats, sensibilisation et parfois des polémiques. Comment les acteurs de la société civile perçoivent-ils ce processus et quelles sont leurs attentes? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Gabriel Abba, président du Conseil national des organisations de la société civile. C'est bien ça? Bien sûr. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bien. Alors, avant de parler du référendum, nous étions en train de parler des cas de société, des cas de viol. Vous êtes acteur de la société civile. Comment voyez-vous cette situation des cas de viol sur mineurs souvent dans notre société? Ça devient récurrent. Alors, merci pour m'avoir invité. Merci, sur c'est le plateau. Oui. J'avoue que j'ai eu la chair de poule quand je vous ai écouté en train de donner vos différents avis sur la question. C'est une réalité qui nous abat psychologiquement parce que c'est une pratique qui s'étend aujourd'hui partout. Surtout en Guinée, à cause des pesanteurs, les gens n'osent pas dénoncer. Il faut que l'ensemble des acteurs qui défendent les droits humains se lèvent pour accompagner la société civile, pour accompagner les victimes, afin que cela cesse désormais. L'État a une grande part de responsabilité, parce que les sanctions doivent demeurer inévitables. Quand quelqu'un commet une telle pratique, quelle que soit la conjugaison ou l'entente entre les familles, il ne faut pas libérer la personne. Mais parfois, les gens n'osent pas dénoncer. Parce que les bourreaux sont protégés on dirait. À travers les pesanteurs. Les familles s'entendent pour dire non, libérez-le. Ça, c'est la première cause qui encourage. L'autre chose, c'est quoi? C'est qu'il y a, au-delà des enfants, des femmes qui sont victimes de ça. Mais à cause de leur image, de leur dignité, elles n'osent pas parfois dénoncer. Parce que quand tu dénonces, certains pensent que tu n'auras plus de mari. Les gens vont penser que... La stigmatisation. La stigmatisation. Donc cela fait qu'on n'a pas la chance de souvent connaître celles qui sont victimes de ça.
il faut de la sensibilisation pour que tous ceux qui harcèlent, qui tentent ces pratiques, même pas réalisées, les tentatives doivent être sévèrement sanctionnées. Alors, la justice, enfin, doit être intransigeante sur la question. Quand la justice ne fonctionne pas, je pense que on ne peut rien, quel que soit le combat que nous allons mener. Mais si la justice est mobile sur la question, ça encourage tous ceux qui contribuent à limiter ce fléau. Merci. Merci beaucoup. Alors, vous êtes sur ce plateau pour parler un peu du référendum du 21 septembre, c'est pour le dimanche. À quelques jours donc du référendum, quelle lecture faites-vous de la campagne référendaire et de la mobilisation des Guinéens pour le vote? Comment vous avez trouvé la campagne, globalement? Je voudrais préciser d'abord qu'aujourd'hui, toute la société civile guinéenne est mobilisée au sein de la synergie des fêtières pour l'observation du référendum constitutionnel. D'accord. Et nous avons une lecture positive, mais j'aime le dire avec une dose de prudence. Prudence parce que notre observation est basée sur chaque acte posé et par l'État à travers la direction qui organise, mais aussi tous les acteurs qui participent à l'animation de la vie sociopolitique, à l'animation des campagnes jusqu'au dernier jour des élections. Ça voudrait dire que, vous avez suivi notre dernier communiqué de presse, ça voudrait dire que nous sommes là pour contribuer à la crédibilisation du processus, à la participation, mais aussi à la transparence. Vous savez, nous sommes à une étape qui est nouvelle pour les Guinéens. On n'a pas l'habitude que seul un organe de l'État organise les élections. Alors, c'est un test pour le cadre institutionnel mis en place. Il revient à la société civile de dissuader, s'il y en a, les velléités de violation des procédures, des bonnes pratiques, mais aussi de rassurer les populations de la garantie, n'est-ce pas, de leur participation, c'est-à-dire de leur voix. Quand les gens votent, ils doivent être sûrs qu'il y aura une transparence qui va aboutir à une élection leur voix sera prise en compte. Où leur voix sera effectivement prise en compte. Alors, M. Gabriel, s'il faut aller, comme on le dit, en termes terre à terre, qu'est-ce qui, par exemple, qu'est-ce que vous avez comme outil, comme instrument peut-être pour montrer ou bien pour faire revenir peut-être la direction générale des élections par rapport à des dysfonctionnements? C'est la première question. La deuxième question, qu'est-ce que vous pouvez passer comme message ou bien quelle rassurance vous donnez peut-être aux électeurs? Celui qui est par exemple à Yukunkun, qui se dit non, même si moi je ne vote pas, ceux qui auraient vu que c'est la direction des élections fera ce qu'elle veut, qu'est-ce que vous pouvez rassurer à ce citoyen? D'abord, la garantie qu'on a, c'est le dispositif que nous avons mis en place. D'accord. Nous avons sur toute l'étendue du territoire 6 000 observateurs. Vous allez déployer 6 000 observateurs. Nous allons déployer 6 000 observateurs. Mais déjà, notre représentation territoriale nous permet à chaque étape d'avoir des informations de la base au sommet. Et à date, la direction est très ouverte. Chaque fois que nous avons des constats, elle accède à nos revendications. Ça, c'est une garantie qu'on est capable d'amener la direction à corriger les imperfections liées au processus électoral. L'autre chose, dans le dispositif, ce qui peut rassurer les populations, c'est justement le fait même de l'État d'accréditer l'ensemble des organisations qui sont mises ensemble pour observer. Ça voudrait dire qu'il y a une dose de volonté pour bien faire. Dans l'accréditation, vous n'avez pas de limite? Vous n'êtes pas limité dans vos actions? Aucune limite. Mais nous agissons conformément à nos attributions. Nous n'allons pas nous interférer dans le rôle de la direction. Oui, bien sûr, vous n'allez pas dépasser vos limites aussi. Justement, donc chaque entité dans le processus électoral a un rôle à jouer. Alors, Monsieur Gabriel, on a vu quand même des organisations de la société civile venir ici dans le journal de campagne, défendre soit le oui ou le non, mais à vous entendre déjà que la société civile est neutre. Qu'est-ce que vous faites de ces plateformes de société civile qui sont en train de défendre une cause? Vous savez, je voudrais préciser une chose. Le référendum n'est pas une élection politique, c'est une élection citoyenne.
ça voudrait dire que tous ceux qui défendent la cause citoyenne ont la liberté de choisir une position. La position, elle peut être pour le oui, la position peut être pour le non, ou d'autres peuvent s'organiser pour dire que nous allons contribuer à ce que, entre le oui et le non, qu'il y ait une transparence, une objectivité dans le choix que les populations vont faire lors du scrutin. C'est cette position que nous, on a choisie. Mais nous ne sommes pas contre ceux qui participent à la campagne pour le oui et ceux qui participent à la campagne pour le non. Nous sommes une garantie entre les deux bords pour permettre, n'est-ce pas, que chacun puisse exprimer sa voix et que la voix soit effectivement prise en compte et comptabilisée dans tout le processus, sans que personne ne soit léger. Alors, nous sommes à quelques jours. Vous parliez tantôt de 6 000 observateurs qui seront déployés à travers le pays. Vous êtes à quel niveau en termes de dispositifs? Parce qu'on a des localités très lointaines là. Bien sûr. Déjà, le vendredi, les formations seront clôturées avec les observateurs des sous-préfectures. Le samedi, chacun prend des dispositions pour tester le matériel, c'est-à-dire que le logiciel qui permet de remonter les informations. Au haut niveau déjà, dans le centre de commandement, on a déjà testé tout ce qu'on a. Le dernier test va se faire le samedi. Alors, l'autre chose qu'il faut noter, il y a un village électoral. Dans le village électoral, il y a ce qu'on appelle la chambre politique, la chambre d'analyse, la chambre technique. Il y a un call center qui a la responsabilité. Ce village-là sera mis en place ou installé à Conakry? À Conakry, bien sûr, dans un hôtel de la place. Nous serons là-bas, vous aurez des journalistes, vous aurez l'occasion de nous rendre visite. Ce dispositif, chaque compartiment ou chaque chambre a une responsabilité dans le processus. Ça nous permet, même les questions liées aux droits humains, au genre, les questions liées à, par exemple, la collecte liée aux informations sur les incidents. Tout est bien organisé pour nous permettre, le jour du scrutin, c'est-à-dire à mi-parcours, entre midi et 13h, qu'on ait un premier communiqué qui va donner des informations sur comment le scrutin s'est déroulé avant jusqu'à midi, l'ouverture du vote jusqu'à midi. Et après 18h, c'est-à-dire la fermeture des bureaux de vote, un autre communiqué sera donné pour, de façon globale, donner des pourcentages sur la participation, sur, de façon générale, s'il y a eu des incidents, s'il y a eu des irrégularités. Toutes ces informations-là seront données à travers des constats et des recommandations. Et après le jour du scrutin, dans les 72 heures qui vont suivre, nous voulons que ce soit le lundi, si Dieu nous le permet, qu'il y ait un rapport préliminaire qui sera partagé à toutes les entités, l'État, les partenaires, toutes les parties prenantes. À vous écouter, je vois que c'est quand même de gros moyens qui ont été déployés pour veiller à ce que tout se passe normalement de votre côté. Est-ce que financièrement, vous êtes... comment ça se passe à votre niveau? Parce que quand on observe, il faudrait quand même être... libre de ce que vous faites. Et surtout quand on a 6 000 une autonomie financière. Personnes à travers tout le pays, c'est quand même pas rien là. C'est des gros moyens. C'est un coût financier. Je vais vous dire que l'une des difficultés qu'on a, c'est justement la mobilisation des moyens financiers. Mais notre chance est que aujourd'hui, la représentativité des plateformes que nous sommes nous fait une économie de moyens. Parce qu'on ne recrute pas les observateurs ailleurs. C'est des membres de nos organisations différentes, c'est-à-dire qui ont pour habitude d'observer les élections, de la base au sommet, qui sont identifiés dans une base de données pour être des observateurs. Ça, c'est la première chose. Mais quel que soit le dispositif mis en place, ça demande des moyens financiers. Nous avons un partenaire du CNOX, le CNCD 11-11-11, qui a l'habitude d'accompagner le CNOX, qui est aussi l'un des partenaires qui nous a un peu appuyés. Nous allons utiliser ces moyens-là pour nous permettre d'échapper aux difficultés financières. Mais tous les partenaires qui pensent que la société civile doit faire ce travail et qui ont des moyens pour accompagner la société civile, je pense que les gens peuvent... Le passage, vous avez un accompagnement de l'État par exemple? L'accompagnement de l'État,
Sur quel plan? Sur le plan financier. Non. Logistique, par exemple. Voilà. Logistique, oui, parce que c'est l'État qui nous donne les accréditations. Les badges là, c'est l'État qui fournit. On ne donne pas un franc pour ces badges. Ok. Alors, il y a... Alors, est-ce que je n'ai pas fini la deuxième question allait venir. Par rapport à l'observation, je pense que le CNOCS n'est pas seul sur le terrain. Le CNOCS n'est pas seul. Voilà, vous n'êtes pas seul sur le terrain. Alors, quelle est la différence entre vous et les autres observateurs? Parce qu'après les élections, nous voyons que des fois, je sais que là, ce n'est pas politique, il n'y a pas assez d'enjeux, mais des fois, ça peut aller dans tous les sens. Non, en fait, dans la synergie, le CNOCS n'est pas seul. Il y a le CNOCS, il y a la CONASOC, il y a la PECUD. Il y a 16 organisations de la société civile qui ont pour habitude d'observer les élections. Donc cette fois-ci, au sein de la société civile, je ne connais aucune autre entité qui va observer ces élections et qui n'est pas dans notre synergie. Donc la synergie est la plus grande plateforme de surveillance électorale pendant ce processus-là et qui a déployé tout le dispositif pour observer objectivement les élections. Alors, on va prendre ce téléspectateur parce qu'il a une question. Il a dit que vous observez le scrutin, mais pendant ce temps, il y a certains qui rencontrent des difficultés, notamment l'éloignement des bureaux de vote. Également, il y a des problèmes de récupération des cartes d'électeurs. Est-ce que également vous remontez ces difficultés à la DG? J'en ai discuté de vive voix avec la directrice sur ces questions. Je pense que honnêtement, il y a des efforts qui sont en train d'être fournis dans ce sens. Vous savez, il n'y a pas un processus électoral sans difficulté. Non. Ce qui est grave, c'est lorsque l'État n'a pas la volonté d'aider ou de créer de la transparence ou de gérer de façon objective le processus. Mais lorsqu'il y a des difficultés et que nous signalons et l'État bouge pour accompagner à ce que chacun soit traité de façon équitable, vous pensez que cette volonté existe maintenant? Bien sûr, bien sûr. Je vous dis que j'ai rencontré la directrice, on en a discuté. Et de façon pratique, les dispositions prises pour faciliter. L'information que vous n'avez pas, avant la date de la distribution, avant la distribution des cartes d'électeurs, il n'y avait pas de possibilité. L'État avait pris la décision de ne pas accepter le retrait des cartes d'électeurs par procuration. C'est grâce à notre recommandation aujourd'hui que les gens peuvent retirer les cartes par procuration. Donc c'est des efforts qui sont fournis et qu'il faut saluer. Justement qu'il faut saluer. Nous ne sommes pas des observateurs qui veulent jeter l'anathème, l'huile sur le feu. Nous ne faisons pas cela. La finalité de notre observation, c'est d'avoir un scrutin intègre, crédible et apaisé. Mais puisque vous êtes en synergie, vous avez parlé d'une synergie et tout, donc le rapport sera un rapport commun? Bien sûr. Il y aura une synthèse, bien sûr. Justement, c'est un travail qu'on fait de façon collégiale et nous sommes structurés à l'interne. Moi, je suis le coordinateur, mais quand vous allez au centre de commandement, toutes les plateformes ont leurs représentants qui travaillent en synergie sur la question liée au matériel, comment mettre le dispositif en place, sur la question liée à l'organisation des formations, sur la question liée au village électoral, l'installation des maths. Tous ces aspects-là sont gérés de façon collégiale. Alors, est-ce qu'une fois que ces difficultés sont remontées, je parle du jour du référendum, car comme il y aura plus de 6000 personnes sur le terrain, est-ce que quand ces informations seront remontées à votre village de veille ou case de veille, c'est la même chose. Voilà. Est-ce que sur le coup, vous allez essayer d'apporter des solutions ou est-ce que vous emmagasinez d'abord et essayez de voir qu'il faut voir pour pouvoir les régler? Est-ce que c'est sur le coup, à chaque fois qu'il y a une difficulté qui est remontée, vous les réglez maintenant là et vous passez? Merci, c'est une très belle question. Là, dans le processus d'observation, quand nous constatons des irrégularités, celles qui peuvent être réparées, on appelle directement, on informe directement la direction pour que la direction prenne des dispositions pour réparer. Les irrégularités qui ne peuvent pas être réparées et qui ont des impacts négatifs sur le processus, nous allons les déclarer.
Est-ce qu'un citoyen, par exemple, en dehors, par exemple, des observateurs qui seront sur place, est-ce qu'il y a un moyen de vous joindre directement, c'est-à-dire via les réseaux sociaux ou via un numéro peut-être vert qu'on peut... Est-ce qu'il y a des moyens pour vous joindre directement? Une plateforme, par exemple, qui est accessible? Il y a des numéros de téléphone que nous allons publier le vendredi, entre vendredi et samedi. Nous travaillons avec des sociétés, pour ne pas faire leur publicité, des sociétés téléphoniques. Ces numéros de téléphone-là seront publiés pour permettre aux citoyens qui pensent qu'il y a des irrégularités ou il y a des traitements de faveur, justement, peuvent contacter directement notre village électoral et nos observateurs qui sont sur place iront constater de visu. Nous n'allons pas nous limiter à une simple déclaration d'un citoyen. Quand vous déclarez, comme nous sommes représentés vous vérifiez quoi sur toute l'étendue du territoire national, nous vérifions. Lorsque les preuves sont là, nous collectons les preuves et on envoie directement pour que cet incident soit corrigé. Si ça ne peut pas être corrigé, on déclare. Vous déclarez quand même? On déclare. Quel que soit le sujet, on déclare pour que l'opinion puisse savoir l'impact de cet acte sur le processus. Alors, moi, s'il vous plaît, j'ai juste une petite question. Aujourd'hui, vous avez parlé de cette élection, c'est un scrutin citoyen, mais qui est aujourd'hui derrière porté par des politiques. Ce dernier temps, nous avons vu de la sortie de plusieurs politiciens qui appellent soit à voter ou à ne pas voter. Quel regard citoyen la société civile a? Au fait, c'est une situation qui nous interpelle. Vous savez pourquoi? On a l'impression que beaucoup d'hommes politiques ne comprennent pas la différence entre les élections citoyennes et les élections politiques. Les élections citoyennes ne sont pas faites pour aller voter pour le président de la République ou pour rejeter le président de la République. C'est pourquoi on a fait un communiqué pour demander à tous qui font des campagnes de dissocier le nom du président de la République au projet de nouvelle constitution. Parce que ça amène quoi? Les citoyens vont penser que si tu ne soutiens pas le président de la République, tu dois voter non à la nouvelle constitution. Et ceux qui adhèrent aux idéaux du président de la République ne chercheront pas à comprendre le contenu du projet de constitution, iront voter pour le projet de constitution. À ce point, il y a un gros problème. C'est cet amalgame-là il faudrait vraiment dissocier les choses. Qui doit être dissocié. Alors, les partis politiques n'ont pas le pouvoir de décider à la place des citoyens. Normalement. Ils ne peuvent pas demander aux citoyens de ne pas voter ou de voter contre la... Donc, ce n'est pas des militants qui votent, c'est des citoyens, c'est des citoyens qui votent. Et ça, c'est en violation même des bonnes pratiques, n'est-ce pas, et des principes qui doivent régir un référendum. Le référendum, c'est un pouvoir donné aux citoyens de choisir ou de ne pas choisir. Pas aux militants. Justement. De choisir ou non le texte fondamental qui va désormais juger parce que le texte fondamental, c'est ce qui donne le cutus à l'existence de notre État. Chaque citoyen a ce pouvoir-là, n'est-ce pas, de décider. Ça ne revient pas à un parti politique. Par oui ou non. Oui, par le oui ou par le non. Donc les partis politiques doivent rester en marge de cela. Eux-mêmes, ils sont considérés pendant ces moments comme des citoyens simples, ils doivent aller voter oui ou non. Donc il n'y a pas de consigne de vote. Pour le référendum, il n'y a pas de consigne de vote. Est-ce que pendant la vulgarisation, vous en tant que CNOCS, est-ce que vous avez quand même mené des campagnes de vulgarisation pour aider les gens à comprendre que ce n'est pas un vote politique, comme vous le dites là, c'est un vote social? Non, là, ce n'est peut-être pas une vulgarisation, peut-être une campagne d'information et de sensibilisation. Voilà, c'est ça. Pour votre gouvernement, nous avons contribué à la sensibilisation, mais aussi à la vulgarisation du contenu du projet de constitution. C'était pour aider un peu à cadrer le processus. Et vous savez, notre pays n'est pas habitué au référendum, surtout la génération actuelle. Mais on a eu des expériences. On a eu des expériences. Ce n'est pas le premier référendum. C'est le 5e référendum quand même. Ce n'est pas la première élection référendaire. Non, le 22 mars 2020. Le 22, il y avait eu le référendum qui était couplé à l'élection législative. Allez-y, Monsieur le Président.
Je vais vous aider. Allez-y. J'ai parlé des générations. Oui. Je dis la génération actuelle n'est pas habituée à ce genre d'élection. Ok. Nous sommes de quelle génération? Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Parce que quand vous dites je me rappelle avoir voté. Ok, d'accord. D'accord, aidez-moi. La deuxième chose, quand vous prenez le dernier référendum en Guinée, les contextes ne sont pas les mêmes. Et qui d'entre vous peut me donner l'information que ce référendum-là, sur la constitution de 2020, oui. Quel est le Guinéen qui a participé à l'élaboration de cette constitution? Quel est le Guinéen qui a participé? C'est pourquoi on est dans un processus où on n'a pas été... En fait, ce processus est nouveau. Il y a eu beaucoup d'acquis. Parce que les gens étaient consultés à la base. Tous les citoyens aujourd'hui, partout où tu vas en Guinée, tu demandes à un citoyen, il est en mesure de vous dire comment le processus s'est passé. L'information est là, les gens ont été consultés, les conseillers sont allés de la base au sommet. Donc c'est un processus qu'on doit accompagner pour que les gens comprennent le pouvoir du peuple est exercé pendant ce référendum-là. Parce que du début à la fin, le peuple a participé. Monsieur Gabriel, est-ce que c'est tout beau de dire que le Conseil national, le CNT, les conseillers sont partis sur le terrain? Vous vous êtes juste fié peut-être du rapport que ces conseillers ont eu à tenir devant les caméras, ou bien en tant qu'acteur de la société civile, vous avez eu votre mot, vous avez participé, c'est le mot? Nous, on a participé à l'élaboration de la Constitution en faisant quoi? On est venu donner notre avis à travers un document qu'on a lu devant toutes les entités et les conseils nationaux. Et nous avons fait le même constat. Toutes les entités ont été appelées pour venir donner leur contribution. Nos démembrements, lors des consultations, nous avons commis nos démembrements d'observer les consultations nationales dans le cadre de l'élaboration de l'avant-projet de nouvelle constitution. Donc, je ne parle pas parce que j'ai écouté le rapport, je parle parce que j'ai fait le constat de visu à travers nos démembrements à l'intérieur du pays et ma participation lors des consultations nationales. Donc, ça veut dire quoi? J'ai effectivement raison de vous dire qu'un tel processus n'est